bonjour tout le monde. Encore une fois, je répète. Alors, merci, professeur Desiel, pour l'introduction que vous venez de faire. J'en suis très flattée. Soyez tous certains que c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aussi, donc c'est très agréable, comme Raymond vient de le dire. J'espère que je vais être en mesure de vous donner des informations qui vous seront utiles au quotidien. Je remercie aussi M. Chaloum-Pierre ainsi que l'Université Laval là, de nous avoir invité, la commission, en fait, de m'avoir invité moi ici aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les choses que le professeur Desiel a mentionné, mais oui, juste vous dire, peut-être prendre 2 secondes pour vous dire, oui, l'expertise en technologie, oui, l'expertise en PRP, mais aussi beaucoup, beaucoup de modes projet. Je veux juste prendre 2 secondes pour dire que je crois vraiment qu'il y a une plus-value à la présence de conseillers juridiques dans les équipes multidisciplinaires qui sont mis en place là, lorsqu'il y a des projets technologiques. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences alentour de la table là, dans des projets, surtout quand ils sont d'envergure, mais dans tous les projets. Puis malheureusement, le juridique n'a pas toujours sa place là. On peut des fois comprendre pourquoi. Je sais que ce n'est pas toujours évident là, d'avoir des bâtons dans les roues, mais croyez-moi, par expérience, c'est beaucoup plus payant d'avoir les avocats en début de projet avec nous que lorsqu'il est un petit peu trop tard. Excusez-moi, là, j'ai bougé ma diapo. Donc, maintenant, je suis aux affaires juridiques de la Commission d'accès à l'information. Ça me fait plaisir de venir vous présenter aujourd'hui des éléments en lien avec la loi 25. Donc, les avertissements d'usage, pour commencer, j'y vais très rapidement parce qu'on a déjà pris un petit peu de temps. Donc, évidemment, je parle en mon nom personnel aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de la Commission d'accès à l'information. Et aussi, vous mentionnez que je ne prétends pas faire le tour de toutes les dispositions, tous les changements qu'a amené la loi 25. Je me concentre sur celles que je considère le plus utile de connaître là, pour le contexte technologique qui est celui qui nous anime tous en ce moment. Donc, plan de la présentation, rapidement, je vous parle de la loi 25. Je vais commencer par vous présenter les dispositions d'application générale. Ensuite, je me dirige vers des dispositions plus spécifiques au système technologique. Et je termine, j'espère avoir du temps de vous parler un petit peu des dispositions qui sont spécifiques à la recherche. D'abord, donc, la modernisation des règles de protection des renseignements personnels au Québec. Tout le monde le savait, la législation en matière de protection des renseignements n'était pas adaptée aux réalités technologiques d'aujourd'hui et une modernisation était réclamée depuis des années, que ce soit par la Commission, mais que ce soit aussi là, par ceux et celles qui ont à appliquer la loi tous les jours. Donc, la modernisation qui a été mise en place vise surtout à ce que les règles de PRP soient adaptées aux réalités technologiques d'aujourd'hui et qu'elles tiennent compte de la place qu'elles occupent dans la vie d'aujourd'hui. Donc, septembre 2021, on adopte la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, la loi 25, étude détaillée qui a eu lieu de février 2021 à août 2021. Peut-être mentionné parce que c'est quand même intéressant, je ne suis pas sûre que ça arrive toujours. Il y a 3 ministres, dans le fond, qui ont été auteurs de cette loi-là. Donc, Mme Lebel, Sonia Lebel, qui est à titre de ministre de la Justice. Ensuite, Simon Jolin Barrette, à titre de ministre de la Justice également. Et finalement, M. Éric Kerr, à titre de ministre délégué à la transformation numérique. Et maintenant, comme vous le savez, il est ministre de la cybersécurité et du numérique. Loi 25, PL 64, loi sur l'accès, tout ça, on entend un petit peu n'importe quoi. Fait que je prends 2 minutes pour vous mettre un petit peu de contexte là, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Donc, première chose qui a été faite, on est arrivé à l'Assemblée nationale avec un projet de loi. Donc, le projet de loi, oui, ça intitulait projet de loi modernisant des dispositions législatives, mais à ce moment-là, c'est un projet et il porte le numéro 64, on l'appelle PL 64. Ensuite, une fois que le projet de loi a suivi toutes les étapes nécessaires à son adoption, l'étude détaillée, entre autres, il est adopté et là, elle est devenue une loi en tant que telle. On l'a appelée la loi 25. Cette loi-là, en fait, elle vient principalement modifier les dispositions de 2 lois d'application générale, donc la loi sur l'accès. J'y vais court là, parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça, mais secteur public, on l'appelle loi sur l'accès. Du côté du secteur privé, on l'appelle loi sur la protection des renseignements personnels, secteur privé. Donc, les dispositions de la loi 25 sont incorporées à ces lois-là au fur et à mesure qu'elles entrent en vigueur. Les dispositions de la loi 25 entrent en vigueur sur 3 ans. Là. Donc, la plupart d'ici quelques jours. Excusez-moi, quelques-unes d'ici quelques jours, la plupart en 2023. Et après ça, il va nous rester une disposition sur la portabilité qui va entrer en vigueur en 2024. Juste une petite précision technique, là, il y a quand même j'ai dit sur 3 ans, mais il y a quelques petites dispositions qui étaient entrées en vigueur en 2021. Quand la loi a été adoptée, c'était des petites dispositions plus techniques.
Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez voir vraiment quel sujet entre en vigueur quand. Nos collègues du secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité du ministère du Conseil exécutif sur leur site Internet ont fait du beau visuel là, pour être capable d'avoir en un coup d'œil toutes les entrées en vigueur. J'y vais avec les règles d'application générale, on se lance. Alors, je ne les nommerai pas toutes, on n'a pas assez de temps, mais vous voyez là, sur la diapo les sujets que je vais couvrir là, par rapport aux règles d'application générale. Donc, le principe de responsabilité, c'est la première nouveauté. Elle entre en vigueur en 2022. C'est la reconnaissance du devoir de chaque organisme public de protéger les renseignements qu'il détient, que leur conservation soit assurée par l'organisme lui-même ou par un tiers. On parle donc ici de la détention juridique des renseignements. Il y en a peut-être parmi vous qui vont dire, ben voyons, ce n'était pas déjà ça, Naomi, la règle là, que les organismes étaient responsables des renseignements. Oui, c'était ça, mais là maintenant, c'est limpide, d'accord? Là, c'est noir sur blanc dans la loi. Sachez que la même règle aussi, puis ça, je m'excuse juste pour préciser, je vais essayer de faire la même chose tout le long de la présentation. Je vais vous faire les références aux règles du secteur privé quand même, là, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui sont peut-être plus intéressés ou visés par le secteur privé. Donc, la règle, c'est que l'organisme est responsable de la protection. La protection, on ne le dira jamais assez, c'est plus que la sécurité, d'accord? Mais bref, comment on assure cette protection-là? C'est en exerçant une saine gestion des renseignements personnels qui inclut notamment l'adoption de règles de gouvernance. Je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est une obligation aussi. Mais bon, donc, saine gestion des renseignements, gouvernance de ceux-ci, et reddition de comptes aussi là, du respect des règles prévues à la loi. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité démontrable. Donc, on devra être en mesure au sein des organismes et des entreprises privées de démontrer qu'on respecte la loi. Un exemple que je peux vous donner, c'est que si la loi exige qu'un consentement soit demandé, il ne suffira pas de demander le consentement, il va falloir être en mesure de démontrer qu'on l'a bien demandé. Donc, il faut penser à un moyen aussi de conserver nos preuves de consentement et autres. Donc, c'est la même logique tout au long de la loi. J'y reviens encore une fois parce qu'on ne le dit jamais assez. Protection, on va au-delà de la sécurité. Dans le fond, toutes les règles du chapitre 3, là, au-dessus d'une 50aine d'articles dans la loi sur l'accès, ce sont toutes des règles de protection qu'il faut respecter. Donc, oui, la sécurité, c'est important. Oui, la sécurité peut nous aider à assurer la protection. Mais, par exemple, le fait de demander un consentement libre et éclairé, il n'y a pas trop de lien avec la sécurité là-dedans. Le respect de la règle de nécessité aussi, le fait qu'on ne peut recueillir que ce qui est nécessaire à nos fonctions. Une autre règle de protection qui n'a rien à voir avec la sécurité. Respecter les règles de communication qui sont prévues à la loi. Toutes sortes de choses comme ça, ce sont des exemples que je peux vous donner pour vous dire que c'est plus que la sécurité. Alors, un responsable de la protection des renseignements personnels, maintenant, doit être nommé. Ça, c'était déjà le cas, mais voilà, on dit maintenant noir sur blanc que c'est le plus haut dirigeant de l'organisme qui est responsable, dans le fond, qui assure le rôle de responsable de la protection. Il y a l'article dont je vous parle, c'est l'article 8 de la loi. Du côté du secteur privé, c'est l'article 3.1. Il y a des petites différences. C'est à peu près la seule obligation. Là, il va en avoir une autre, mais c'est la seule qui a une petite différence entre le secteur privé et le secteur public. Tout le reste de ce que je vous présente, c'est pas mal identique des deux côtés. Donc, le plus haut dirigeant de l'organisme doit avoir au respect de la loi sur l'accès. Ça exprime, à mon avis, la grande importance que le législateur donne à la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels. Hein, donc, on va tout de suite au plus haut niveau. La loi prévoit ensuite du côté public que c'est possible de déléguer la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels. Mais dans ce cas-là, la délégation doit être faite à une personne qui peut exercer cette façon de manière autonome, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir agir librement et à l'abri des influences internes qui peuvent exister dans un organisme. Cette réalité-là, là, aujourd'hui, c'est sûr, je vous parle des renseignements, de la protection des renseignements personnels, mais c'est vrai aussi pour l'accès à l'information. Je prends juste 2 secondes pour le dire, ce n'est pas toujours facile dans les organismes, là, ce rôle-là de responsable de l'accès. Même chose pour la PRP. Des fois, ils subissent des pressions ou toutes sortes de choses. Donc voilà, le législateur est venu reconnaître là, que si ce n'est pas le plus haut dirigeant qui s'en occupe, on doit s'assurer que la personne est autonome
Et le plus haut dirigeant devra aussi veiller à faciliter l'exercice de la fonction s'il a décidé de la déléguer. Ensuite, une autre règle qui permet de faire de la protection qui maintenant est à la loi, c'est l'obligation d'adopter des règles de gouvernance. C'est le nouvel article 63.3 qui le prévoit. Du côté du secteur privé, c'est l'article 3.2. Parce qu'en effet, pour être en mesure d'assurer la protection des renseignements, il faut qu'il y ait des règles internes claires et complètes portées à la connaissance de tous les employés. L'organisme doit effectuer une gestion des renseignements personnels, hein, on le sait tous, il doit en avoir plusieurs parmi vous là, qui travaillent justement dans ce domaine-là. Et maintenant, avec cette obligation de règles de gouvernance, la gestion des renseignements devra obligatoirement inclure des règles de gouvernance. Je ne ferai vraiment pas un exposé ici sur la gestion des données, mais on sait qu'il y a moyen de gérer des données sans nécessairement les gouverner. Ici, ce qu'on vient dire, c'est qu'on en veut des règles de gouvernance. L'article de loi qui nous dit de prendre les règles de gouvernance, de les mettre sur le site Internet et tout, nous donne des sujets qu'il faudra couvrir par ces règles. Donc, les rôles et responsabilités des membres du personnel tout au long du cycle de vie des renseignements, ainsi qu'un processus de traitement des plaintes relatives à la protection devra faire partie des règles de gouvernance. Il devra aussi avoir une description des activités de formation et de sensibilisation que l'organisme offre à son personnel en matière de protection des renseignements personnels. Les règles incluent aussi des mesures de protection à prendre dans le cadre de sondages. Fait que sachez aussi qu'il peut y avoir là, que ces règles-là devront traiter des sondages de manière particulière. Et une autre petite particularité, les règles devront être approuvées par le Comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels, comité dont je vous parle à l'instant, parce que en fait, c'est une autre obligation qui vient d'arriver. Le comité en tant que tel, ça existait déjà du côté public. Cependant, c'était en vertu d'un règlement qui découlait de la loi que ce comité-là devait être mis en place. On ne se cachera pas, ce n'était pas bien connu, ce n'était vraiment pas tous les organismes qui avaient nécessairement ce comité-là. Le législateur a décidé de ramener ça dans la loi. Donc maintenant, là, ça devient clair, ce n'est plus dans un règlement à côté. La loi dit, dans le fond, qu'un comité doit être mis en place au sein d'un organisme public. Sachez que du côté privé, il n'y a pas d'obligation de mettre en place un comité. Cependant, les rôles du comité que je vous expose ici, ils existent du côté privé et c'est le responsable de l'accès qui les assume dans ce cas-là. Donc, du côté privé, pas de nécessité de mettre un comité en place. Donc, l'obligation de créer le comité, c'est pour septembre 2022. En fait, ce comité-là, il joue un rôle central en matière de protection des renseignements personnels. Il relève directement de la personne qui est la plus haute autorité. Donc, encore une fois, l'importance que le législateur donne à ce comité-là. Sa composition est prévue directement à l'article. Donc, le comité doit se composer de la personne responsable de l'accès aux documents, celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire. Là-dessus, je ne peux que vous recommander et vous dire qu'il faut que les acteurs clés en PRP au sein de l'organisme se trouvent sur ce comité-là. Son rôle est vraiment crucial et plus il y aura de compétences et d'intérêt des gens qui participent à ce comité-là, mieux l'organisme sera en mesure de respecter la loi. Donc, premier rôle que le comité a, approuver les règles de gouvernance dont je viens de vous parler. Donc, très important là, que ça se fasse. Ensuite, le comité a une responsabilité aussi de voir à la PRP, donc à la protection des renseignements personnels dans les projets d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques qui impliquent la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation de renseignements personnels, et ce, tout au long du projet. Pardon. Sachez que le comité peut suggérer au projet des mesures de protection des renseignements personnels, comme la nomination d'une personne chargée de la mise en œuvre des mesures de protection. Il peut aussi recommander que des mesures de protection particulières soient prises tout au long d'un projet ou qu'il y ait un document relatif à ceux-ci ou un cahier de charges qui soit tenu. Il pourrait décrire les responsabilités des participants en matière de protection des renseignements personnels. Il pourrait suggérer la tenue d'activités de formation. Bref, ça, c'est juste des idées. Le comité doit voir à la PRP, c'est ce qui est important de retenir. Ensuite, troisième rôle très important de ce comité, c'est de
participer à la fameuse, je dis fameuse, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, que pour le reste de la présentation, j'appellerai EFVP. Ça, c'est quelque chose dont vous allez beaucoup entendre parler. J'y reviens dans quelques minutes. J'aurai des informations à vous donner en tant que telles sur le FVP. Mais bref, le comité doit participer donc à l'élaboration de cette évaluation-là, lors de tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information. Il faudra donc que le comité attire l'attention du chargé de projet, du responsable de projet sur les enjeux de protection tout au long du projet. C'est une grosse responsabilité et, comme je vous disais il y a quelques instants, il va sans dire que les expertises en matière technologique sur le comité seront vraiment nécessaires pour être capable de faire un bon travail. Ensuite, les incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel. Bon. Encore une fois, une disposition qui entre en vigueur donc dans quelques jours, le 22 septembre 2022. Sachez que du côté de la loi sur le secteur privé, je suis à l'article 3.6, l'obligation est la même. Ce n'est pas la loi 25 qui a inventé le concept d'incident de confidentialité, vous vous en doutez, mais ce que la loi fait d'abord et avant tout, c'est qu'elle nous définit c'est quoi un incident de confidentialité. Donc, un incident de confidentialité au sens de la loi sur le secteur privé et de la loi sur l'accès, c'est l'accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel, l'utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel, la communication non autorisée d'un renseignement personnel, la perte ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement. On voit donc que cette définition couvre de multiples possibilités, et ici, on ne fait pas de distinction entre un incident qui impliquerait, par exemple, un seul individu ou celui qui concernerait plusieurs individus. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'un incident de confidentialité, c'est uniquement des incidents de l'ampleur de ceux dont vous avez entendu parler dans les médias dans les derniers mois. Un incident de confidentialité, ça peut être aussi simple que le fait qu'une personne qui ait accès aux renseignements personnels d'une personne alors que ce n'était pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions au sein de l'organisme, mais ça constitue un incident de confidentialité. Pourquoi on insiste sur une définition puis on dit ça? C'est que maintenant, il existe des obligations pour les organismes publics en matière d'incidents de confidentialité. Donc, d'abord et avant tout, je m'excuse, à l'article 63.8 du côté public et à 3.5 du côté privé. Donc, première chose, l'organisme public doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit causé. Ça, c'est pour tous les incidents, j'insiste encore une fois, du plus petit au plus grand. Il doit aussi prendre les mesures raisonnables pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent. Et comme je vous dis, puis je sais que je suis peut-être tannante parce que je le répète, mais encore une fois, tous les incidents, même le plus anodin, doit être considéré. En fait, ensuite, par rapport aux incidents de confidentialité, il faut être capable, une fois qu'on a reconnu qu'il y avait eu un incident, il va falloir être capable d'évaluer si l'incident présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé. Pourquoi il faut être capable de répondre à cette question-là? Parce que s'il existe un préjudice sérieux, l'organisme public aura des avis à donner. Un avis à la commission d'accès à l'information et un avis à la personne concernée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un préjudice sérieux? C'est le nouvel article 63.10 de la loi sur l'accès qui nous l'indique. Du côté privé, c'est l'article 3.7. Donc, en fait, puis quand je vous dis ça, là, je ne suis même pas exacte dans ce que je vous dis parce qu'on ne nous dit pas c'est quoi un préjudice sérieux. On nous donne des éléments qui nous permettent, dans le fond, d'évaluer si le risque qu'un préjudice sérieux soit causé existe. Donc, des éléments qu'on peut considérer, qu'on doit considérer quand on évalue le risque, la sensibilité du renseignement concerné, évidemment, les conséquences appréhendées de son utilisation, excusez-moi, et la probabilité qu'il soit utilisé à des fins préjudiciables. Quelques exemples de questions que je peux vous donner, là, des questions qu'on doit se poser quand on est en évaluation du préjudice. Est-ce que les renseignements personnels étaient chiffrés ou cryptés ou ils étaient en clair?
Quel type d'utilisation malveillante possible des renseignements personnels? Quelles utilisations malveillantes sont possibles avec les renseignements personnels qui sont visés par l'incident? Quelles sont les répercussions, les conséquences négatives qui pourraient en résulter? Dommages économiques, dommages sociaux, fraude à l'identité, perte d'affaires, perte d'occasion d'emploi, répercussions sur la santé physique. Bref, c'est le genre d'éléments qu'il faut avoir en tête, des questions qu'il faut se poser. L'organisme doit également consulter, évidemment, son responsable de la protection des renseignements personnels dans cette évaluation-là. Peut-être vous mentionner que même s'il existe depuis longtemps un formulaire de déclaration volontaire des incidents sur le site de la commission, là, c'est possible que le gouvernement définisse, dans le fond, qu'est-ce que les avis doivent contenir parce qu'il y a un pouvoir pour le gouvernement de le faire. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, si jamais il y avait quelque chose à déclarer, il faudrait aller voir les formulaires de la commission pour savoir quelles informations sont à donner. Finalement, concernant les incidents de confidentialité, je reviens encore avec mon plus petit au plus grand, mais il y a un registre de tous les incidents qui doit être tenu par l'organisme ou par l'entreprise privée. La commission d'accès pourra obtenir ce registre-là sur demande. Encore une fois, un règlement du gouvernement pourrait déterminer la teneur du registre et par rapport à la commission, puisqu'elle va être maintenant à viser systématiquement des incidents avec les préjudices sérieux et puisqu'elle peut avoir accès au registre dont je vous parle en ce moment par rapport à tous les incidents, on comprend que la commission pourra exercer une meilleure surveillance de la protection des renseignements personnels par les organismes. Puis, elle pourra poser les actions appropriées dans ce cas-là. Donnez-moi juste un instant, je m'excuse, j'ai accroché ici. Voilà. Aussi, peut-être vous dire, puis encore une fois, là, je ne prétends pas savoir exactement ce qui pourra intéresser les commissaires, mais c'est sûr que même si ce qui frappe, c'est les gros incidents de confidentialité, un organisme qui aurait de multiples petits incidents, ça pourrait être tout aussi inquiétant. Donc, le registre sera vraiment un bel outil là, pour exercer de la surveillance. Ensuite, un autre concept plus général que je vous présente, c'est le renseignement dépersonnalisé. Donc, la loi nous présente ce concept-là, la notion de renseignement dépersonnalisé. Un renseignement personnel est dépersonnalisé lorsque le renseignement ne permet plus d'identifier directement la personne. Et un organisme qui utilise des renseignements dépersonnalisés doit prendre les mesures raisonnables afin de limiter les risques que quiconque procède à l'identification d'une personne physique à partir de ces renseignements. Je vais vous reparler de renseignements dépersonnalisés tout à l'heure quand je vais vous parler de la recherche. Deux petits éléments, juste à revenir là-dessus, vous dire que les renseignements dépersonnalisés demeurent des renseignements personnels puisqu'ils peuvent permettre des identifications indirectes. Vous mentionnez aussi que la loi prévoit maintenant des infractions pénales pour quiconque procède ou tente de procéder à l'identification d'une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l'autorisation de l'organisme ou de l'entreprise privée qui les détient. Ensuite, la loi nous parle aussi d'anonymisation. Alors maintenant, il y a une nouvelle possibilité. La règle que l'on connaît tous, la règle habituelle était que lorsque la fin pour laquelle le renseignement personnel a été recueilli ou utilisé est accomplie, l'organisme ou l'entreprise devait le détruire sous réserve de la loi sur les archives, bien sûr. La nouvelle règle qui est introduite par la loi 25, c'est qu'il est possible d'anonymiser les renseignements personnels plutôt que de les détruire pour les utiliser à des fins d'intérêt public. Donc, c'est quoi anonymiser? Je l'ai mis sur la diapo. Donc, l'anonymisation est, pour l'application de la loi, un renseignement concernant une personne est anonymisé lorsqu'il est en tout temps raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'il ne permet plus, de façon irréversible, d'identifier directement ou indirectement cette personne. Les renseignements anonymisés en vertu de la présente loi doivent l'être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par règlement. Donc, deux petites choses à vous dire, encore une fois, concernant cette définition-là. La notion d'intérêt public. Donc, on dit qu'on peut les anonymiser, les conseils, pour les utiliser à des fins d'intérêt public. L'intérêt public, ça appartient grosso modo aux tribunaux d'apprécier c'est quoi l'intérêt public. Écoutez, c'est une technique bien reconnue de rédaction législative de prévoir un critère d'intérêt public, ce qui donne la place à une appréciation de la part du juge qui aura à l'appliquer.
peut-être vous mentionner dans cette évaluation-là d'intérêt public pour vous aider. Le professeur Pierre Trudel, là, je vous lis un petit extrait d'une note que je trouve très intéressante qu'il a écrite sur le sujet, mais il nous disait que les standards et autres notions telles que la notion d'intérêt public commandent à l'interprète de s'enquérir de ce qui est acceptable dans le milieu dans lequel la décision va s'appliquer. Et quant au rôle du juge, le professeur Trudel nous dit que le juge est donc l'interprète ultime et obligé des diverses conceptions de l'intérêt public qui existent en concurrence dans la société civile. Il n'a pas la liberté d'ignorer ce qui apparaît légitime, acceptable ou inacceptable dans la société à une époque donnée. Ainsi, il exerce une responsabilité capitale dans l'application du droit. Il évalue les situations soumises à son attention et module les solutions esquissées par le législateur. Donc, on verra avec l'évolution de la jurisprudence l'interprétation qui pourrait être donnée à l'intérêt public dans le contexte ici des renseignements personnels, de leur utilisation. Ensuite, concernant la définition de l'anonymisation, remarque bien personnelle, mais à ma connaissance, avec la quantité de données disponibles concernant les gens, avec les techniques qui existent, il est pratiquement impossible d'arriver à quelque chose qui est irréversible. Identifier aussi indirectement la personne, tant qu'à moi, de prétendre que ça serait plus possible, ça me semble aussi assez dangereux. Fait que moi, mon opinion, c'est que j'ai trouvé ça assez audacieux, voire dangereux de la part du législateur de prévoir à la loi une possibilité juridique qui techniquement semble assez difficile à atteindre. En terminant sur l'anonymisation, peut-être juste vous référer encore une fois là, à quelques informations qui sont disponibles sur le site du secrétariat du SRIDAI, en fait, c'est son nom court, mais le secrétariat à l'accès et à la protection des renseignements personnels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il nous donne les informations sur l'évaluation du caractère irréversible de l'anonymisation en nous disant que ce caractère-là doit tenir compte des avancées technologiques raisonnablement prévisibles, du nombre et de la nature des renseignements visés, des liens qui peuvent être effectués entre ces renseignements. Donc, il y a plusieurs choses dont il faudra tenir compte. Et aussi, la définition d'anonymisation termine en disant selon les meilleures pratiques généralement reconnues. Donc, encore là, sur le site du secrétariat, vous aurez des informations là, sur la notion de technique généralement reconnue, pardon. Puis on nous traite, entre autres, les processus d'anonymisation doivent respecter 3 critères: l'individualisation, la corrélation et l'inférence. Encore une fois, je vous laisse y aller. On n'a pas assez de temps pour que je creuse ce boulot aujourd'hui. Anonymisation, même chose que pour dépersonnalisation tout à l'heure. Il y a des infractions qui ont été ajoutées à la loi. Même chose que ce que je vous ai lu tout à l'heure. Si on tente de procéder ou qu'on procède à l'identification d'une personne à partir de renseignements anonymisés sans autorisation, on est susceptible de commettre une infraction, en fait. Quelques petits mots sur le consentement. Je vais très, très rapidement parce que le consentement lui-même aurait pu faire l'objet d'une présentation d'1 heure, mais peut-être juste vous dire que maintenant, à la loi du côté public, on est venu mettre à la loi que le consentement, pour être valide, doit être manifeste, libre, éclairé. C'est quelque chose qu'on avait déjà du côté privé à l'article 14. On est venu faire la même chose du côté public. Maintenant, en fait, on a aussi ajouté que lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne. Ça, c'est la même chose. La même chose a été rajoutée du côté du secteur privé. 2 secondes pour vous dire que la Commission d'accès à l'information dans la loi 25 s'est vue attribuer des nouvelles fonctions, dont celle de prendre des lignes directrices pour faciliter l'application de la loi. Et le législateur a mentionné expressément le thème du consentement comme étant un thème là, qui devrait être couvert par des lignes directrices de la Commission. Donc, à suivre, je vous invite à rester vigilant de ce côté-là. Concernant le consentement, une autre chose, la loi 25 nous parle maintenant de renseignements sensibles. Donc, le consentement, sachez que la petite twist, c'est que lorsqu'on est en présence d'un renseignement sensible, un consentement, lorsqu'il est requis, devra être manifesté de façon expresse. C'est quoi un renseignement personnel sensible? C'est lorsque, par sa nature, notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation, de sa communication, le renseignement suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. Donc, je vous réfère à ce sujet-là aux articles 59 et 65.1 de la loi sur l'accès. Et du côté du secteur privé, c'est les articles 112 et 13. Donc, on passe maintenant aux règles plus spécifiques qui concernent les systèmes technologiques.
On débute avec, je vous l'avais dit, la fameuse évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, nouvel article 63.5 qui est introduit à la loi avec une obligation de faire une EFVP lors de tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques de services qui implique la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation de renseignements personnels. Cette nouvelle obligation entre en vigueur pas dans quelques jours, en septembre 2023. Donc, je vous dirais que c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte que le FVP, même si elle est obligatoire dans d'autres juridictions depuis longtemps, même si c'est reconnu comme une bonne pratique depuis longtemps, ça prend les gens par surprise. On ne sait pas trop comment faire ça. Donc, parfait, on a un an devant nous pour peaufiner la chose. Le FVP, en fait, comme je vous disais, c'est une bonne pratique. L'important, c'est qu'elle soit faite dès le début d'un projet technologique parce que vraiment, ça va nous aider à cibler ce qui doit être fait. Puis, dans le fond, toutes les obligations, une FVP qui est bien faite va renoter toutes les obligations en matière de protection des renseignements personnels qui doivent être respectées par le projet. Donc, c'est très, très utile. Le comité dont on a parlé tout à l'heure doit participer et être consulté lorsqu'on fait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Vous mentionnez que le FVP va être obligatoire uniquement pour les nouveaux systèmes technologiques ou la refonte des vieux systèmes, mais on n'aura pas à venir faire des EFVP pour les systèmes existants auxquels on ne touche pas. C'est quoi une EFVP? En fait, c'est un processus préventif pour mieux protéger les renseignements personnels, mieux respecter la vie privée des personnes physiques. Une EFVP, ça consiste à considérer tous les facteurs qui auront un impact positif ou négatif pour le respect de la vie privée. C'est quoi ces facteurs-là? La conformité du projet à la législation applicable, l'identification des risques d'atteinte à la vie privée et l'évaluation de leur impact, la mise en place de stratégies pour éviter que les risques qui ont été identifiés ou les réduire efficacement. Bref, une évaluation de facteurs à la vie privée qui dit que tout est beau et qu'il n'y a aucun risque dans un projet. De un, je pense que c'est impossible, mais surtout, et de deux, ça allume une grosse lumière rouge. C'est normal qu'il y ait des risques. Le risque zéro n'existe pas en matière de technologie, vous le savez aussi bien que moi. Donc, le FVP doit cibler et viser des risques réels qui auront été identifiés. Le FVP, ça sert à protéger les personnes physiques, à mettre en place, ça permet la mise en place des mesures adéquates pour respecter les obligations et ça évite les problèmes que pourrait causer une gestion inadéquate des renseignements personnels. Le FVP n'est efficace que si elle évolue de façon continue. Elle doit être revue au besoin tout au long d'un projet. On sait qu'un projet technologique, ça change, ça évolue. On pensait s'en aller vers un bord, finalement, on est obligé de faire d'autres choses pour toutes sortes de considérations. Le FVP devra être ajusté au fur et à mesure que le projet a des besoins en matière de changement. C'est un processus évolutif. Si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu que le FVP est une bonne chose, juste vous dire que ça risque de vous être utile aussi en cas d'incident de confidentialité, parce qu'une FVP qui est bien faite concernant le projet aura, entre autres, identifié la sensibilité des renseignements, les risques possibles pour la vie privée. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure, c'est quoi qu'il faut faire en cas d'incident de confidentialité, puis quand on est dans notre évaluation du préjudice sérieux, le FVP devrait vous donner un bon coup de main. Le FVP peut aussi vous permettre, puisque, comme je vous disais, si elle est faite en début de projet et qu'elle identifie toutes les obligations en matière de protection des renseignements personnels que le projet doit respecter, ça donne une belle possibilité pour l'organisation de faire de la confidentialité dès la conception. Parce qu'en fait, vous savez que les technologies sont une belle façon de répondre aux obligations et nous donnent toutes sortes de belles possibilités. Donc, si on cible au début ce qu'on a à respecter, on y voit une possibilité là, de vraiment faire plus de confidentialité dès la conception ou privacy by design, comme vous le savez. Par rapport à l'EFVP, petit mot du commanditaire, la commission a développé un guide d'accompagnement. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il a été mis en ligne. Il sera adapté au fur et à mesure que le FVP va être de mieux en mieux connu, maîtrisé, que la commission va pouvoir avoir des cas concrets de FVP qui lui sont soumis. On sera en mesure d'ajuster le guide pour qu'il soit le plus utile possible, le plus terrain possible pour aider les gens. Aussi vous dire que produire une FVP, c'est beau, elle va conclure au fait que le projet est conforme, pas conforme, que c'est correct,
mais le comment va être super important. Parce qu'un EFVP, si on n'a pas compris, on n'est pas en mesure d'expliquer comment on a fait nos évaluations. Encore une fois, on peut dire que le FVP donne un résultat positif, mais bon, comment vous avez procédé, ça peut avoir été fait tout croche. Bref, sachez que la Commission d'accès à l'information devra être en mesure de valider comment l'organisme en est arrivé à la conclusion à laquelle il en est arrivé dans son évaluation. Ensuite, politique de confidentialité, vraiment pas compliqué. Je prends une seconde. Donc, l'article 8.2 du côté privé, 63.4 du côté public. Un organisme qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Maintenant, le droit à la portabilité. Article 27 du côté privé, article 84 du côté de la loi sur l'accès. On prévoit maintenant qu'un renseignement personnel informatisé recueilli auprès du requérant lui est, à sa demande, communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ça, c'est notre nouvelle obligation pour les organismes, un nouveau droit pour le citoyen. C'est la disposition qui entre en vigueur le plus tard, donc septembre 2024. Est-ce que le droit à la portabilité est vraiment un nouveau droit, ici, considérant que le droit d'accès à ces renseignements puis le droit d'en recevoir communication existe déjà à la loi sur l'accès, loi secteur privé, au Code civil aussi. Puis, le fait aussi que la loi concernant le cadre juridique des technologies, qu'on appelle amicalement la LCC-JTI, contient déjà beaucoup d'informations sur la notion de document, puis entre autres, le fait que le document doit être dans un format technologique structuré, couramment utilisé. C'est déjà des concepts qui étaient à cette loi-là. Mais bref, ça nous donne probablement le droit. Je dis probablement parce que c'est mon interprétation de l'article. La différence, c'est peut-être que maintenant, le citoyen aura le choix du format technologique. Il ne pourra pas s'en faire nécessairement imposer un par l'organisme ou l'entreprise. Sous réserve, bien sûr, que le format choisi ou demandé, dans le fond, impose des difficultés pratiques sérieuses pour l'organisme. À ce moment-là, il pourrait y avoir le citoyen pourrait ne pas recevoir dans le format de son choix. Donc, la grosse différence, cet article-là nous amène, comme je dis, le choix technologique et le fait que, sur demande, les renseignements détenus par un organisme ou une entreprise soient communiqués au tiers du choix de la personne concernée sur demande. Donc, voilà ce que nous amène la portabilité. Le corollaire de ce droit à la portabilité-là, c'est l'obligation de développer une fonctionnalité, dans le fond, de production de documents dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Donc, l'organisme doit s'assurer que le projet qu'il développe permet que le renseignement personnel puisse être donné dans le format technologique. Voici un exemple, dans le fond, de confidentialité dès la conception, puisque le projet devra rendre la règle de la portabilité possible. Donc, j'appelle ça un peu, c'est une confidentialité de la conception, mais qui est obligatoire. Le législateur n'a pas donné le choix aux organismes de prévoir ou pas la fonctionnalité. On est obligé de la mettre dans les systèmes. Encore une fois, je me permets un petit commentaire de dire c'est beau, le législateur nous a rendu celle-là obligatoire. Rien n'empêche que les entreprises privées et le secteur public aillent beaucoup plus loin en matière de privacy by design et saisissent les belles occasions qui se présentent avec la modernisation pour que le citoyen soit véritablement en maîtrise de ses renseignements. Entre autres, pouvoir donner des consentements, savoir ce qui est détenu sur lui, et tout ça. Donc, belle opportunité ici. Ensuite, une autre obligation spécifique au système, le plus haut niveau de confidentialité par défaut. Donc, les organismes et les entreprises doivent maintenant s'assurer que par défaut, les paramètres de confidentialité assurent le plus haut niveau de confidentialité et ce, sans aucune intervention de la personne concernée. Évidemment, cette obligation-là, c'est lorsqu'on collecte des renseignements, c'est sûr et certain. L'obligation en tant que telle que les paramètres soient au plus haut niveau vise tous les systèmes. Donc, cette obligation-là, il faudra faire l'exercice. Ce n'est pas juste pour ce qui est nouveau puis ce qu'on développe ou ce qu'on revise. Tout ce qui est disponible, toutes les prestations électroniques de services qui sont disponibles en ce moment devront, pour septembre 2023, assurer le respect de cette règle-là. Vous dire aussi, par contre, que les paramètres de confidentialité de témoins de connexion ou les cookies sont exclus de la règle.
Bien, un lien, donc le plus haut niveau de confidentialité. On fait le lien ici avec la prochaine obligation qui est que lorsque, dans le fond, vous savez que les organismes, les entreprises ont une obligation d'expliquer. Lorsqu'il y a de la collecte, on doit informer le citoyen là, de ce qu'on va faire avec ça. Ça rajoute maintenant l'obligation prévue à 65.0.1 de quiconque recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de l'identifier, de la localiser ou d'effectuer un profilage, doit au préalable l'informer du recours à une telle technologie et des moyens offerts pour activer les fonctions. C'est normal que le législateur ait prévu l'activer puisque, en vertu de la règle qu'on vient de voir juste avant, la confidentialité doit être au plus haut. Donc, ces fonctionnalités-là ne pourront pas être à on d'emblée. Il faudra que le citoyen pose un geste par lui-même pour aller les activer. Bon, identifier, localiser une personne, c'est des concepts avec lesquels on est assez familier. Je ne pense pas que j'ai besoin d'en parler. Le profilage, par contre, qu'est-ce que c'est? Donc, la loi nous introduit encore une fois une nouvelle définition qui est celle du profilage. Le profilage s'entend de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels afin d'évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique, notamment à des fins d'analyse du rendement, de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne. On comprend donc que le profilage, c'est quelque chose de très, très, très courant et de très, très, très souhaité, tant du côté public que du côté privé. On veut donner des bonnes expériences clients, on veut connaître notre clientèle, on veut savoir ce qui se passe. Donc, je pense que dans beaucoup de projets que vous avez en tête ou que vous avez vécu, il y a du profilage. C'est très important de connaître cette règle-là. Aussi, vous rappeler que le profilage, puis vous comprenez comme moi qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière toutes ces fonctionnalités-là. En fait, ce n'est pas parce qu'on veut les avoir, les renseignements, et faire le dit profilage que l'on peut. Je vous rappelle qu'il existe la règle de nécessité pour la collecte de renseignements et que le consentement ne peut pas pallier à la règle de nécessité. Donc, si le renseignement ou l'information que vous tentez d'aller chercher par profilage ne vous est pas nécessaire, même si vous allez chercher le consentement des gens pour le faire, ça ne fonctionne pas. Ensuite, quelques petits mots sur la biométrie. La loi 25, même si je vous ai dit qu'elle est venue surtout modifier la loi sur l'accès et la loi sur le secteur privé, il y a d'autres lois qui ont été touchées, dont la fameuse loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LCC-JTI, parce que les dispositions, en fait, en matière de biométrie, c'est là qu'elles se retrouvent. Les modifications qui ont été faites, en fait, portent sur deux sujets. La vérification, la confirmation de l'identité faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques biométriques. Et le deuxième sujet, c'est la création de banques biométriques. Ce qui a été ajouté, en fait, c'est de l'information à la commission. Donc, maintenant, si on utilise un tel procédé ou qu'on veut l'utiliser, il faut, avant d'avoir débuté l'utilisation, avoir divulgué notre utilisation, notre système à la commission. Et s'il y a une banque de mesures biométriques qui est créée par notre système, bien là, l'obligation, c'est de la divulguer avec diligence au plus tard 60 jours avant sa mise en service. Donc, c'est des nouvelles dispositions qui vont aider la commission en matière de biométrie à exercer une meilleure surveillance parce que vous le comprendrez, même si la commission peut faire des inspections, peut faire des enquêtes, il reste que la sensibilité des renseignements biométriques et le potentiel dommage qui peut être causé si jamais ce n'était pas traité adéquatement par ceux qui l'utilisent, c'est tellement grand que le législateur a cru bon qu'en matière biométrique, la commission soit informée d'emblée de l'utilisation. Décision automatisée, j'y vais rapidement. Juste vous mentionner dans le fond, puis ça c'est pour septembre 2023, donc dans un an, si la décision est exclusivement fondée sur un traitement automatisé. Donc, on ne parle pas de décision où il y a de l'IA pour aider un humain à prendre une décision. On parlerait d'un système où est-ce que la décision est prise de A à Z par des algorithmes, finalement par le système. En fait, l'article vient nous dire que sur demande, l'organisme devra informer la personne des principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision. Je le porte à votre attention.
parce que ça va être encore important de se documenter là-dessus, d'être en mesure de comprendre ce que fait l'algorithme si on décide de s'équiper de systèmes d'intelligence artificielle. Aussi, je ne crois pas que ça puisse aller nécessairement jusqu'à avoir à divulguer l'algorithme en tant que tel, mais chose certaine, les organismes ne pourront pas avoir des réponses du type « je ne sais pas, c'est une boîte noire, je ne sais pas comment ça marche ». Encore une fois, on pourrait faire une présentation juste là-dessus parce qu'on le sait qu'il y a des algorithmes qui sont des boîtes noires. On y reviendra une autre fois dans une autre présentation, mais bref, attention, vous devez être en mesure d'expliquer les principaux facteurs et paramètres qui ont mené à la décision. Puis ici aussi, vous dire qu'il y a des différences entre l'éthique et le juridique, vous le savez. Le professeur Desiel le sait encore mieux que moi. Un exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai remarqué que le MCN, dans le fond, dans la stratégie d'intégration d'IA qu'elle est en train de travailler, qu'elle a adoptée, prévoit qu'il ne doit pas y avoir de décision automatisée exclusivement fondée sur un traitement automatisé. Fait que, j'en comprends que éthiquement, l'État a décidé que c'était ça, mais le législateur, lui, a quand même prévu juridiquement cette possibilité-là. Fait que juste vous pointer que éthique et juridique, des fois, c'est différent. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je sais qu'il est 13 heures. J'y vais très, très rapidement sur les règles spécifiques à la recherche. D'abord, vous dire qu'à l'interne des organismes, une nouvelle possibilité d'utilisation secondaire, et c'est vrai pour le privé, je dis organisme, et du côté du secteur privé, c'est vrai aussi. Le législateur a maintenant ajouté une possibilité d'utilisation secondaire sans le consentement des gens lorsque le renseignement est nécessaire à des fins d'études, de recherche ou de production statistique, pour autant que le renseignement est dépersonnalisé. Donc, on a vu tout à l'heure, c'était quoi un renseignement dépersonnalisé? Personnellement, j'y vois là quand même une petite porte là, ouverte pour l'IA. C'est probablement une bonne nouvelle là, pour certains organismes ou entreprises qui ont des travaux à faire en IA, qui sont liés par le critère de nécessité et tout et tout. Donc, cette possibilité-là, à des fins de recherche peut peut-être aider à ce niveau-là. Donc, après, en matière de recherche, la grosse différence, il fallait une autorisation de la commission avant pour qu'un organisme puisse donner des renseignements à un chercheur. L'article est abrogé. Il n'y a plus d'autorisation de la commission qui est nécessaire. Il y a un régime complet, dans le fond, concernant la recherche qui est mis en place par la loi 25. Même régime, là, que ce soit du côté public, du côté privé, les règles sont exactement les mêmes. Donc, grosso modo, une EFVP doit être faite par l'organisme public avant de faire la communication. La demande que le chercheur doit déposer, c'est la loi qui nous explique ce que la demande doit contenir et on nous dit maintenant qu'une entente doit être conclue. Donc, l'EFVP que l'organisme public doit faire, je l'ai souligné parce qu'il est clair qu'à la loi 25 que c'est à l'organisme qui veut communiquer à quelqu'un à des fins de recherche les renseignements qu'il doit faire, l'évaluation. Je le mentionne parce qu'on voit déjà dans le projet de loi 19 sur les renseignements de santé que la vision est autre. Dans le projet de loi 19, on nous dit que c'est le chercheur qui doit faire une EFVP. Fait que je ne dis pas ça pour vous mêler, je dis juste que là, ce qui est clair, c'est que dans la loi 25, c'est l'organisme ou l'entreprise qui veut communiquer qui doit la faire. Vous avez, dans le fond, je vous ai mis là les critères, dans le fond, la conclusion à laquelle doit venir le FVP. Elles sont là sur la diapo, je ne vous les lirai pas. Je vous invite à aller les voir, c'est l'article 67.2.1. Vous mentionnez que même si c'est l'organisme qui doit la faire, le FVP, rien n'empêche, par exemple, selon moi, que le demandeur, chercheur, y contribue. Parce qu'il reste qu'il connaît bien son projet, il est sûrement en mesure d'aider l'organisme à faire l'évaluation. Par contre, il y a des éléments qui ne relèvent que de l'organisme. C'est lui qui sait s'il a déjà communiqué ces données. C'est lui qui connaît sa clientèle, qui sait quelles données sont sensibles ou pas. Donc, on ne peut pas, le chercheur ne peut pas se substituer à l'organisme et à son évaluation, mais il peut peut-être l'aider. La demande du chercheur, donc 67.2.2, nous explique qu'est-ce que doit contenir la demande du chercheur. Donc, encore une fois, je ne les lirai pas. Attirez votre attention sur le fait que les différentes technologies qui seront utilisées pour effectuer le traitement des renseignements doivent être décrites dans cette demande-là.
Finalement, l'entente avec les chercheurs, donc une entente doit être conclue avec le chercheur préalablement à la communication. C'est l'article 67.2.3 qui nous nomme tous les éléments que l'entente doit contenir, entre autres, que ça va être utilisé exclusivement pour cette fin-là, que tout manquement doit être porté tout manquement à la protection des renseignements personnels doit être porté à la connaissance de l'organisme qui a donné les données et de la commission d'accès à l'information. Bref, plusieurs éléments énumérés à la loi qui doivent être à l'entente. L'entente doit être envoyée à la commission, pas pour avis, pas pour approbation. C'est envoyé à la commission et ça entre en vigueur 30 jours, pardon, je vois que j'ai une erreur sur mon acétate, 30 jours après son envoi. L'information pratico-pratique que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de l'information toute fraîche parce que les gens à l'interne de la commission et de la direction de la surveillance, là, vous en douterez, avec l'entrée en vigueur des dispositions de la loi pour le 22, c'est très chaud de notre côté. Donc, des formulaires ont été développés pour accompagner les ententes qui devront être envoyées à la commission. Vous allez trouver tout ça sur le site Internet de la CAI à partir du 22 septembre. Ça fait qu'il y a un formulaire standardisé qui devra être utilisé pour accompagner. Entre autres, il y a un checklist sur ce formulaire-là. Ça va aider les organisations à s'assurer que toutes les obligations ont été remplies. Bref, on en est là. Donc, voilà, ça fait le tour. C'était super rapide. J'ai vraiment l'impression de vous avoir envoyé ça, là, de vous avoir garoché de l'information. J'aurais aimé vous parler du projet de loi 19, des renseignements de santé, évidemment, si on avait eu plus de temps. Mais bon, on verra en octobre, après les élections, ça va être d'intérêt. Je vous invite à suivre ce qui se passe de ce côté-là. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Oui, je m'intéresse aux renseignements de santé, mais c'est surtout parce que c'est un régime qui exclut complètement l'application de la loi sur l'accès et de la loi sur le secteur privé. Donc, toutes les nouvelles règles qu'on a vues aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas d'emblée si la loi sur les renseignements de santé ne les reprenne pas. Je peux vous dire, pour avoir examiné le projet un peu, que pour le moment, il y a quand même énormément d'obligations qui sont reprises, là, mot pour mot, dans ce projet de loi-là, mais il y a quand même des différences. Bref, ça sera intéressant de voir ce qui se passe du côté du projet de loi sur les renseignements de santé. Et vous mentionnez que je comprends que tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est gros, c'est beaucoup de travail pour les entreprises, pour les organismes. Sachez que c'est beaucoup de travail pour la commission aussi, qui, comme vous le savez, souffre de sous-financement depuis déjà plusieurs années. Et évidemment, on n'a pas eu les budgets qu'on avait demandés pour être capable de remplir toutes les nouvelles obligations de la loi. Donc, on est tous dans le même bateau, c'est le message que je voulais vous envoyer. C'est beaucoup pour vous et c'est beaucoup pour la commission, mais on va y arriver un jour à la fois. Voilà.